bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans la session autour des politiques d'innovation. Je suis Antonin Bergeot et donc depuis plus d'un an maintenant, on a eu différents rapports qui se sont succédés et qui, statistique après statistique, ont démontré le décrochage européen. Et parmi l'Europe, la France en particulier décroche à différents niveaux. On a un décrochage qui se voit clairement au niveau technologique. Et donc, il se poursuit derrière, au bout de la chaîne, dans un décrochage économique et en définitive impacte notre prospérité. Et ce décrochage, il est clairement imputable à nos dépenses de recherche et développement. On peut voir assez clairement dans les chiffres de dépenses de R&D en pourcentage du PIB que la France, à 2,2% du PIB, et l'Europe, au même niveau, dépense infiniment moins que les États-Unis. Pour vous donner un ordre de grandeur de la différence, les États-Unis dépensent, en fait, si on ramenait le niveau français au niveau américain, on dépenserait 40 milliards d'euros en plus chaque année, donc ça financerait 8 fois le CNRS. Donc cette différence, évidemment, grève notre capacité à investir et notre capacité à rester à la frontière technologique. Au niveau européen, c'est 200 milliards d'euros de différence avec les États-Unis par an. Alors, cette différence, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en détail, elle n'est pas liée à une incapacité de l'Europe à trouver des nouvelles idées ou même à inventer, à innover. On a une très grande force de frappe d'innovation en Europe. On a énormément de politiques d'innovation qui aident les entreprises à investir, qui aident les entreprises à innover, qui financent la recherche publique. Et malgré cela, on a un retard qui se voit en fait uniquement dans la R&D privée. Si vous regardez les chiffres de R&D publics, en Europe, en France et aux États-Unis, ils sont au même niveau. Et donc, partant de ce constat, on peut se demander pourquoi est-ce qu'en dépensant autant que les États-Unis, en ayant tout un tas de programmes, les entreprises dépensent moins en recherche et développement que donc outre-Atlantique. Et donc, évidemment, il y a plusieurs possibles raisons. Ça peut être des problèmes structurels, ça peut être des problèmes liés à la fiscalité. Mais tout ça nous amène un peu à réfléchir à la manière dont nos politiques d'accompagnement et de soutien à l'innovation sont pensées, sont-elles efficaces et peut-on les améliorer? Et donc pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir un panel d'experts, à commencer par Claire Calmejane, qui est présidente de Foundever France et experte avec une grande expérience d'investissement dans la technologie. Vincent Charlet, qui est délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Arthur Guyouzwick, chercheur au CNRS et spécialiste des questions d'innovation. Et Marc-Antoine Lacroix, qui est directeur de l'évaluation du secrétariat général pour l'investissement, qui s'occupe notamment de France 2030. Alors, je vous propose de commencer par rapidement nous présenter un peu vos thématiques, à commencer par Arthur Guyouzwick, qui, je crois, vous intéressez beaucoup au crédit d'impôt recherche. Merci beaucoup, Antonin. Donc, effectivement, si on veut peut-être décrire très rapidement ce que sont les politiques d'innovation en France. Donc les politiques d'innovation françaises, c'est une dizaine de milliards d'euros par an, avec un pilier qui est le crédit d'impôt recherche, qui représente 7 milliards d'euros par an. Donc c'est vraiment très largement, en termes de dépenses publiques, c'est très largement le plus gros contributeur, enfin débiteur, si on... Et donc c'est un dispositif qui est monté en puissance vraiment dans les années 2000. C'est un dispositif en réalité assez vieux qui a été créé en 1983. Au départ, politique d'innovation assez mineure, c'est-à-dire que avant les années 2000, les politiques d'innovation en France étaient principalement composées d'aides directes à la R&D, donc qui étaient des subventions données directement aux entreprises considérées innovantes. Et on avait ce petit crédit impôt recherche qui en fait était une aide qu'on pourrait qualifier, pardonnez-moi l'anglicisme, de one shot, c'est-à-dire que l'année où les entreprises se mettaient à investir en recherche-développement, on finançait à hauteur de 45% de leur augmentation de dépenses de R&D la première année. On leur donnait un crédit d'impôt équivalent à qui est presque la moitié de leur augmentation de dépenses de R&D. Dans les années 2000, c'est devenu une aide en volume, c'est-à-dire que on s'est mis à financer non pas l'augmentation de dépenses de R&D, mais le stock de dépenses de R&D. Donc chaque année, calculé sur toutes les dépenses de R&D de l'entreprise, un crédit d'impôt qui donc est quelque chose de stable sur lequel les entreprises pouvaient compter et donc baisser en gros le coût de leurs ingénieurs de manière pérenne. Quantitativement, ça a été très important puisque donc en 2004 puis en 2008, c'est devenu ce dispositif qui
de quelque chose qui coûtait quelques centaines de millions d'euros, s'est mis à coûter 7 milliards d'euros et est devenu la principale politique d'innovation en France. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser de cette politique d'innovation? Est-ce qu'on peut imputer globalement, disons, la tendance qu'Antonin vient de décrire de baisse de la productivité, de problèmes considérables d'innovation de la France à l'inefficacité potentielle du crédit impôt recherche? C'est peut-être charger le dispositif un petit peu trop. Maintenant, il est assez clair que les études qu'on a à disposition, et notamment, j'avais réalisé en 2021 avec des co-auteurs une étude sur les impacts économiques du crédit impôt recherche, qu'on peut dire, c'est que le crédit impôt recherche finance effectivement des entreprises innovantes, c'est-à-dire que le ciblage est bon. C'est pas que, on entend souvent un petit peu des anecdotes sur le crédit impôt recherche qui diraient que voilà, ça va à la finance, ça va aux banques, etc. C'est quelque chose qui peut-être existe, mais qui quantitativement est quand même assez faux. C'est-à-dire que globalement, le crédit impôt recherche est ciblé vers des entreprises qui sont innovantes. Pour autant, est-ce que le crédit impôt recherche permet d'augmenter les dépenses de recherche-développement des entreprises? C'est beaucoup moins certain. Et en réalité, nous, ce qu'on trouvait, c'est que on avait bien, si vous voulez, l'année où les entreprises se mettent à demander le crédit impôt recherche, elles augmentent leurs dépenses de R&D. Pour autant, le jour où on a, en l'occurrence, triplé le taux de subvention, donc triplé en gros la subvention que recevaient les entreprises, elles n'ont pas augmenté leurs dépenses de R&D. Donc c'est quelque chose qui, en un sens, est bon dans le ciblage, mais ne parvient pas à augmenter l'effort marginal de recherche-développement des entreprises. Merci. Alors Vincent Charlet, vous, je crois que vous êtes intéressé à l'excellence scientifique et le lien avec l'excellence technologique. Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation. Et je me suis d'abord demandé, en étant invité à cette conférence, pourquoi parler des politiques d'innovation au GECO? Moi, je vous propose ma version de la réponse. Je crois qu'on entend un peu partout, aussi bien dans nos apéritifs privés que quand on écoute les infos, une sorte de peur du déclassement. On comprend bien intuitivement que la croissance ne s'arrête jamais, que le progrès technique ne s'arrête jamais et qu'il ne fait pas de cadeau aux perdants ou même à ceux qui marqueraient une pause. Et pourtant, on comprend bien aussi que ça coûte cher. Ça a déjà été évoqué à 2 reprises. Et de l'argent public, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, on est face à ce dilemme en disant au nom de quoi est-ce qu'il faudrait mettre si cher dans des trucs qui sont quand même un peu risqués et dans des batailles technologiques qu'on risque de perdre. Et donc, Antonin fait allusion à une étude qu'on a faite à la Fabrique il y a peu de temps, que vous pouvez trouver sur Internet. On s'est intéressé aux brevets de rupture, c'est-à-dire les brevets qui sont pas très nombreux, mais à très fort impact. Les brevets qu'on observe dans des technologies dites disruptives. Et pour ces brevets-là, on suit en fait un peu comme une rivière, on pourrait dire l'écoulement de la connaissance. Ça commence dans les laboratoires, les chercheurs écrivent des publications, certaines de ces publications vont être reprises par des brevets, et puis certains de ces brevets vont ensuite être repris par d'autres brevets, et c'est comme ça que la science vient nourrir l'innovation. Et donc, on a fait, comme des hydrologues, on a fait différents relevés le long du fleuve pour voir quelles étaient les parts de marché, les pourcentages des différents pays à ces différents jalons. Et il y a quelque chose de très frappant qui apparaît. La France, l'Europe ont globalement une position très décevante dans ces technologies de rupture, dans ces brevets à fort impact. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre, entre guillemets, comment on peut faire mieux ou pourquoi on est si mauvais. Et il y a 2 modèles qui apparaissent. Ce qu'on pourrait appeler le modèle asiatique, c'est-à-dire le Japon et la Corée principalement, réussissent à monter en puissance tout au long du fleuve. C'est-à-dire que le Japon, par exemple, ça représente 4% des publications scientifiques dans le monde, c'est pas mirifique. Mais à la fin, après avoir constamment amélioré sa puissance de frappe, donc les publications scientifiques qui concernent les domaines de rupture
les publications scientifiques excellentes qui vont être prises par des brevets, etc., etc. À la fin, c'est 22% de ces brevets de rupture. C'est-à-dire qu'à partir d'une position initiale qui représente même pas 1/20 de la science mondiale, le Japon finit par représenter un quart des technologies de rupture, c'est-à-dire les nouvelles batteries pour véhicules électriques, l'ordinateur quantique, l'ARN messager. On travaille sur un échantillon de 12 technologies, je ne vous en fais pas la liste. Ça, c'est le premier modèle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays-là, le Japon et la Corée, ils ont un système publico-industriel, administrativo-industriel, qui est capable de monter en cadence, de monter en puissance au fur et à mesure qu'on se rapproche des marchés, qu'on se rapproche de l'aval d'innovation. Le deuxième modèle, c'est le modèle américain. Alors, les États-Unis sont un grand pays, donc ils représentent 18% de la science mondiale. Un papier sur 5 qui est écrit par des scientifiques est écrit dans les laboratoires américains. En revanche, quand on descend un petit peu ce fameux fleuve et qu'on s'intéresse juste au point de passage entre la science et l'innovation, c'est-à-dire juste les articles qui vont être jugés dignes d'intérêt par ceux qui, quelques jours plus tard ou quelques années plus tard, déposeront un brevet, alors là, la science américaine, c'est 37%. Ça veut dire que la science américaine, elle est absolument incontournable pour tous les industriels du monde qui déposent des brevets. Et ça, donc, c'est parce que les États-Unis ont assumé de construire un système universitaire, un système scientifique extrêmement productif, élitiste, exigeant. C'est pas toujours rigolo d'être chercheur aux États-Unis. En général, on est bien payé mieux qu'ici. En revanche, on est soumis à une pression de publication et de résultats qui est plus forte aussi qu'ici. C'est le fameux système dit du publish or perish. Ces États, et à commencer par les États-Unis, se sont dotés d'un système public de recherche qui est exigeant et qui permet d'alimenter ensuite une position scientifique enviable lorsqu'on parle de technologie de rupture. La France et l'Europe ont cette caractéristique de n'avoir assumé ni l'un ni l'autre, ni le système industriel exigeant et fortement relié à l'État dont je parlais, dans le cadre du Japon et de la Corée, ni ce système public universitaire à la fois élitiste et exigeant qu'on retrouve dans les pays dits anglo-saxons. Voilà, à mon avis, le diagnostic. Merci beaucoup. Alors, peut-être que le retard sur les technologies de rupture qu'on voit en France est lié à un mauvais ciblage de nos politiques d'innovation. Et du coup, je me tourne vers Marc-Antoine Lacroix. Comment on fait pour cibler mieux une politique d'innovation ? Bonjour à toutes et tous et très heureux donc d'être présent parmi vous cet après-midi. D'abord, première remarque, la dernière fois que les Européens ont écrit leur modernité, c'était au XVe siècle. Ils ne sont pas questionnés sur leur part de R&D dans le PIB. Ils ont pris leur carte incomplète, ils ont équipé des équipages hétéroclites et ils sont partis naviguer sur les eaux profondes des grandes découvertes. Je dis ça parce que, évidemment, on parle d'économie, mais l'innovation, la première question, c'est celle de la motivation à innover et donc à quoi doit servir l'innovation, à quoi elle sert. Et c'est au fond ma première réponse à la question du ciblage. C'est que dans le plan France 2030, donc que j'ai le plaisir d'accompagner de l'intérieur de l'État, le premier parti pris, c'est de faire un lien qui n'avait été pas fait jusqu'à présent dans les outils de soutien à l'innovation, entre justement l'innovation et la mission, c'est-à-dire le problème sociétal qu'on cherche à résoudre à travers les solutions technologiques qu'on est en train d'inventer. Et c'est fondamental pour mobiliser des acteurs publics-privés autour de caps très clairs sur la durée. C'est efficace aussi pour accélérer et renforcer l'effet de levier. Et c'est aussi évidemment bénéfique pour les retombées socio-économiques de l'innovation, puisqu'on choisit des combats, on choisit des caps qui évidemment visent à mieux vivre, à mieux produire, à mieux comprendre le monde, c'est-à-dire à avoir des retombées socio-économiques positives. Alors je parlerai après évidemment des écueils, des défis ensuite concrets dans l'exécution, puisqu'ils sont nombreux, mais c'est quand même un premier point majeur, c'est que dans France 2030, la rupture, elle est d'abord sur le lien innovation-progrès, autour évidemment de grands défis sociétaux à résoudre, autour du climat, évidemment, de la santé,
On pourrait les résumer d'ailleurs en disant que l'enjeu finalement c'est de fermer les 4 ou 5 grands cycles, le cycle de l'uranium, le cycle du carbone, le cycle du phosphate, le cycle de l'azote, et puis peut-être même aussi le cycle du microbiote finalement, puisque c'est notre infrastructure de santé durable à l'horizon 2030 ou 2040. Deuxième remarque, c'est qu'il y a un deuxième parti pris dans le ciblage de France 2030, c'est le ciblage de la start-up et de l'acteur émergent, parce qu'on sait bien que quand on fait des choix, surtout quand on est l'État, très vite, on est capturé par des grands groupes, par les têtes de filière, et que c'est pas eux toujours, en tout cas, qui sont capables de disrupter leur modèle d'affaires. Et donc, il faut avoir ce terrain entrepreneurial derrière pour aussi diffuser ces nouvelles innovations. Et c'est la raison pour laquelle on s'est doté d'un critère très, très strict, qui est que 50% des soutiens publics doivent aller sur ces acteurs émergents-là, donc des startups. Et ça permet justement de ne pas capturer l'aide publique par des grands groupes. Et enfin, il y a un dernier parti pris de ciblage, c'est ce qu'on appelle la montée en gamme. Alors c'est un peu l'ingrédient, je dirais, plutôt gentil rôle du plan France 2030, c'est que tout ça doit servir aussi à préparer l'absorption de ces technologies par le tissu industriel. Alors on s'est beaucoup désindustrialisé depuis les 30 dernières années en Europe et particulièrement en France. Mais effectivement, c'est bien de produire des nouvelles connaissances, mais si on laisse ces nouvelles connaissances être utilisées par nos concurrents, et là, alors, à la fois je suis, mais je challengerai un peu ce qui vient d'être dit par Vincent Charlet, parce que du point de vue de la dépense publique, choisir de soutenir des laboratoires d'excellence, mais sans choisir non plus en même temps d'aller les déverser dans le tissu industriel, c'est se priver d'un débouché pour la dépense publique. Et donc c'est renoncer à une forme de rentabilité aussi socio-économique d'une forme de dépense à travers la recherche d'excellence. Donc je dirais, pour résumer en réponse à la question de M. Bergeau sur le ciblage, que voilà, il y a ces 3 ingrédients dans le plan France 2030. C'est un peu Mazzucato, l'innovation au service de mission sociétale, Schumpeter, la destruction créatrice, le tissu entrepreneurial, et évidemment aussi l'acceptation de l'échec. Et puis la montée en gamme, donc plutôt l'ingrédient gentil rôle, c'est-à-dire cibler des technologies et des secteurs à forte intensité technologique pour réindustrialiser par la technologie. Alors évidemment, dans cette navigation en eau profonde de l'innovation, il y a des récifs qui sont très nombreux. 3 rapides, évidemment, le récif technologique. Alors, c'est pas tant de se tromper de technologie, hein, on refait pas du tout le plan calcul. L'idée n'est pas du tout d'avoir un plan quinquennal à 5 ans sur X ou Y technologie. C'est plutôt d'avoir un panier d'innovation qu'on juge effectivement prometteuse par rapport à un problème donné. Mais là, évidemment, le risque dans l'exécution, c'est de se tromper dans la maille. C'est-à-dire de prendre soit un portefeuille qui est trop étroit, soit au contraire trop large. Alors si on prend trop large, on a du mal à piloter ensuite le goulot d'étranglement vers les phases ensuite de montée à l'échelle. Et puis si on est trop étroit, on risque de passer à côté d'une innovation prometteuse. Voilà. Donc tout ça nécessite évidemment beaucoup de dialogue, beaucoup de concertation avec les écosystèmes. Le deuxième défi opérationnel, évidemment, il est propre à l'État. Il est de se laisser au fil de l'eau, dépassé par ce qu'on appelle le démon bureaucratique, et donc de passer de ses bonnes intentions finalement à l'enfer bureaucratique, des reporting, des KPI, etc. Et donc, pour l'instant, on arrive plutôt bien à gérer cet écueil, mais effectivement, il y a un peu d'ingénierie quand on veut réussir à faire à la fois cet équilibre entre de la techno de rupture et de l'intégration de l'amont vers l'aval. Mais il faut évidemment être vigilant sur les délais et sur le temps pour pas que la décision administrative, évidemment, se heurte au mur bureaucratique. Et de ce point de vue, on est évidemment très vigilant, notamment dans mon pôle évaluation, à tenir les délais, à l'agilité du système. Donc voilà un peu les premiers éléments de réponse sur le ciblage. Donc voilà, ciblage sur des défis sociétaux. Sinon, l'innovation ne mobilise pas et elle épuise plus qu'elle mobilise. Et ciblage aussi sur, évidemment, les startups pour porter cette innovation, et puis sur la montée en gamme industrielle pour que ces innovations débouchent sur du bien-être et du mieux produire. Merci. Et du coup, on va terminer avec l'expérience terrain, on va dire, que Claire Calmet-Jeanne, vous, de votre point de vue, est-ce que
ces politiques d'innovation telles qu'elles sont décrites résonnent avec votre expérience d'investisseur? Merci. Avant de l'expérience d'investisseur, je pense qu'il y a l'expérience de travailler en entreprise et comment cette innovation arrive dans l'entreprise. Moi, je trouve qu'on n'est pas court de bonnes idées et de bons programmes. Et d'ailleurs, souvent, on voit des chercheurs qui partent plutôt développer leur recherche aux États-Unis, en Asie, parce qu'ils ont plus de capacité d'avoir ce qu'on appelle go-to-market. Donc, ils ont plus que la capacité de l'amener à un produit fini et de trouver des investissements dans des voies industrielles, ce qui était un petit peu ce que tu mentionnais. Et là, je retrouve. Donc, pour moi, il y a ce premier point qui est comment est-ce qu'on arrive dans le milieu européen à réconcilier la recherche avec l'entreprise. Et je me souviens avoir posé cette question à l'époque au patron de Télécom Paris qui m'avait dit « Mais Claire, tu poses la question du savoir-faire et du faire savoir. Et c'est pas le même métier de savoir-faire, qui est ton métier, et de faire savoir, qui est le métier du chercheur. » J'ai trouvé que c'était quand même une définition hyper intéressante et je m'étais dit, tiens, moi qui travaille depuis 20 ans dans les nouvelles technologies et qui les amène au plus proche du consommateur et du client, c'est intéressant d'avoir cette différence de point de vue en disant, et c'est deux métiers différents. Et pour moi, il faut que le métier, il arrive à trouver un continuum, et c'est ce que tu mentionnais, en disant, mais comment de l'idée, comment de la recherche, comment du financement, on arrive à l'amener dans un milieu industriel. Et ça passe aussi par, on le sait aujourd'hui, dans les professeurs de recherche, ils sont assez peu incentivés pour trouver des gens du privé qui viennent dans leur laboratoire. On est beaucoup mieux notés, on a beaucoup plus de points quand nos PhD continuent à avoir des carrières dans la recherche et dans l'enseignement, alors que c'est très peu rétribué pour quelqu'un qui voudrait le faire, d'accompagner ces étudiants dans les secteurs privés et d'amener ça au cœur de la recherche. Voire ça peut être parfois mal perçu. En tout cas, moi, parfois on est embauché des chercheurs et des PhD. Ils me disaient oui, ça avait quand même posé sujet moi dans mon environnement. Donc il y a ça qui est en train d'être adressé. Je pense que notamment les investissements, moi dans le domaine de l'IA que je vois qui ont été faits. Vous avez peut-être vu les clusters IA qui ont été faits, qui permettent d'avoir du continuum, de former, d'investir. Ils vont dans ce sens d'aller. Donc on est au début, mais c'était quand même un bon starter pour aller de l'avant. Donc pour moi, c'est le premier point, comment on bridge la recherche avec le public et le privé. Le deuxième, c'est moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille en entreprise. Je fais des passages dans la recherche américaine, et aussi soutenir la recherche française au sein d'HEC. Mais ça fait 20 ans que je fais les allers-retours, que je travaille dans des comités exécutifs français. Et ce qu'on peut s'apercevoir, c'est deux choses. Un, il y a un manque de compétences dans les conseils d'administration et dans les comités exécutifs sur la prise en main de la technologie. Donc, quand vous travaillez aux États-Unis, souvent, les gens ont fait un passage chez Google, un chez Facebook, un chez Amazon, et puis après, vous les retrouvez chez Goldman Sachs, chez JP Morgan, chez General Motors. Voilà, ils ont des parcours dans lesquels ils ont appris ce que c'était la donnée, la technologie, et comment c'était un levier puissant de transformation de l'entreprise, et comment ça se transcrit en réalité économique. Et nous, comme on n'a pas eu ces acteurs qui ont été créés, en fait, on n'a pas ces parcours un petit peu diversifiés. On va avoir des parcours beaucoup plus d'ingénieurs qui ont travaillé dans des industries telles que Safran, Airbus, qui, eux, vont être finalement ceux qui vont porter la connaissance scientifique et technique au sein des comités exécutifs et des conseils d'administration. Et ça, c'est un sujet, parce que en fait, la transformation digitale, elle n'est pas qu'une connaissance scientifique, elle est aussi une connaissance d'adoption, elle est une connaissance d'usage, et elle est une connaissance économique. La première chose qu'on fait dans mon métier, c'est de se poser la question, quand je trouve un cas d'usage, quel est l'impact pour le consommateur, comment j'améliore le quotidien de mon consommateur et comment j'augmente la productivité de mon entreprise. Et on le mesure de façon très précise, et c'est comme ça qu'on passe l'innovation à l'échelle. Et donc ça peut vouloir dire, ça c'est un peu la limite, que certaines innovations qui sont plus les innovations de rupture, effectivement ont plus de mal à s'intégrer, mais déjà si on a juste à faire l'innovation incrémentale, ça serait super, et on arrive quand même à le faire assez souvent. Mais voilà, on a un sujet compétence qui est assez fort, et de bonne prise en main de ces technologies pour les amener vraiment à des cas d'usage qui ont de l'impact pour tout le monde. Et la dernière chose, c'est aussi la prise en main par les usagers.
En fait, quand moi j'étais aux États-Unis, que je vivais en Angleterre, on avait des consommateurs. Je travaillais pour une grande banque anglaise qui était très très traditionnelle, qui était intégralement digitalisée. Et les consommateurs, quand on est arrivé à plus de 80% de vente en ligne de nos produits bancaires, encore une fois sur un modèle qui n'était pas du tout Boursorama, hein, sur un modèle qui était très très traditionnel. C'était le Crédit Agricole anglais. Et pourtant, tout l'intérieur de la machine était digitalisé. Mais ça n'avait pas changé la marque, ça n'avait pas changé l'appartenance, ça n'avait pas changé les valeurs de l'entreprise qui étaient profondément ancrées dans l'économie anglaise et comment on va le faire progresser. Quand je suis arrivée en France, en sortant de ces 80% de ventes en ligne, je suis arrivée sur le marché français, on vendait 3% en ligne. Voilà. Donc vous êtes dans la même année sur un delta de 77% de ventes et donc de contribution à l'économie digitale. Mais ça veut dire aussi de formation dans les métiers de ce qu'on appelle le product management, la data, l'expérience client et donc tout ce vivier qui peut être formé. Et donc là où je challenge peut-être un petit peu en disant bon, il faut investir évidemment dans les nouveaux entrants, c'est vrai, mais moi j'ai vu des pays comme les UK, j'ai vu des pays comme Israël qui, vraiment au cœur de leur stratégie industrielle, ont demandé à l'équivalent de leur 440 comment vous êtes en train de sortir de 20 ans de legacy system IT et comment vous nous emmenez dans la trajectoire de demain, et qui ont même mis des incentives pour que ça soit résolu. Donc investir sur la French Tech, investir sur les nouveaux acteurs, c'est important, investir sur la recherche, c'est important, mais vraiment prendre en main la transformation du CAC 40, qui est finalement la masse, et qui est là où les gens travaillent, qui est là où l'innovation est apportée au quotidien, c'est aussi critique pour moi. Et on a écrit un livre blanc que je vous inviterai à voir si vous allez sur mon LinkedIn, avec plusieurs opérateurs qui ont eu des postes comme moi dans les comités exécutifs, en disant voilà ce que nous on observe et les bonnes pratiques qu'on voit pour amener cette innovation au cœur du terrain. Merci. Alors, du coup, moi, ce que vous avez dit à la fin va permettre de rebondir sur une deuxième partie, c'est que finalement, il y a une difficulté à cibler. On ne sait pas vraiment s'il faut aider les jeunes entreprises, que les jeunes entreprises, les grandes, les petites. Est-ce qu'on sait, je pose la question qui voudra pouvoir répondre, est-ce qu'aujourd'hui, on a une idée de comment on fait pour maximiser l'impact d'une dépense publique d'innovation ou de soutien à l'innovation? Si on devait changer les choses, est-ce qu'on sait vers où on devrait aller pour un meilleur ciblage? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. J'imagine, Marc. Oui, alors évidemment, hein, c'est la martingale d'avoir il n'y a pas de formule magique de ciblage, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que, bon, d'abord, quand on cible des secteurs qui sont le spatial, le quantique, les matériaux avancés, on a des multiplicateurs traditionnels sur ces secteurs dans les théories de la croissance endogène, on va dire classiques, qui sont quand même beaucoup plus élevés que quand on finance des innovations de bout de chaîne directement plus proches du consommateur final et qui certes peuvent améliorer un usage, etc., mais qui n'ont pas d'impact profond sur la croissance. C'est lié en fait aux externalités de ces secteurs qui sont beaucoup plus forts parce qu'ils sont beaucoup plus complémentaires aux autres facteurs plutôt que substituables à eux. Donc c'est l'énergie, c'est effectivement les technologies industrielles avancées, etc. Ensuite, je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas cloisonner, effectivement. C'est de ne pas avoir un ciblage qui aboutit à du cloisonnement, mais c'est plutôt de cibler finalement les bons écosystèmes. Et là, moi, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit sur... il n'y a pas tellement d'opposition start-up grand groupe. On sait bien qu'une start-up, de toute façon, au bout de 8 ans, 10 ans, elle va devoir s'inventer un avenir. Alors, soit elle va se faire racheter, et on n'a pas en Europe la taille critique des fonds qui fait qu'on arrive à protéger tous ces actifs incorporels et intangibles qui sont créés. Donc, souvent, c'est vrai que la bonne solution, c'est de piloter une forme d'adossement ou de rachat ou d'absorption par un grand groupe. Encore faut-il ensuite que le grand groupe soit capable de mobiliser effectivement des compétences pour tirer le meilleur parti de cette innovation et pas l'étouffer. Et là, on a quand même des exemples qui vont un peu dans les deux sens. Il y a des groupes qui maintenant excellent dans la capacité à tirer parti d'absorption de start-up pour renouveler leur business, et puis d'autres, au contraire, qui absorbent les start-up pour juste tuer les innovations qui vont en fait concurrencer leur business vache à lait un peu confortable. Voilà. Dans l'histoire un peu longue, on s'aperçoit quand même que les grandes ruptures ne sont pas produites par les entrants. Elles sont quand même produites souvent
par des concurrents qu'on ne voit pas venir. Et c'est d'ailleurs toute la différence entre le tissu industriel américain, par exemple, qui renouvelle tous les 10-15 ans ces grands leaders, au tissu européen, où on a depuis 30 ans effectivement, les mêmes entreprises, avec ce qu'on appelle en jargon économique l'élasticité de la productivité à l'intensité de R&D qui décline. C'est-à-dire qu'on voit bien que même si on arrivait à augmenter le volume de R&D, en fait, on n'arrive pas à ce que cette R&D supplémentaire améliore d'autant finalement les gains de productivité et donc notre capacité à vendre mieux et à produire plus avec moindre quantité d'input. Voilà. Donc je pense qu'il faut miser sur les écosystèmes, absolument, travailler en réseau et constituer, comme dans les grandes découvertes, en fait, des bons équipages. Donc la question posée est comment faire pour que chaque euro dépensé dans l'innovation soit plus efficace demain qu'aujourd'hui ou qu'hier. Alors, personnellement, moi je laisse de côté l'écosystème des startups parce qu'il est déjà pas mal évoqué et voilà, je n'ai pas d'expertise particulière à ajouter à ça. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, à mon avis, les États européens et la France en particulier ont deux faiblesses. La première, c'est une recherche insuffisamment excellente. Et la deuxième, c'est un système industriel ou politico-industriel qui n'arrive pas à porter sur le marché, à monter en cadence les filières de demain. L'automobile électrique, la mobilité à l'hydrogène, l'acier bas carbone, etc. Alors, comment on fait pour rendre la recherche académique plus performante, c'est-à-dire les résultats qui sortent des laboratoires avec plus d'impact une fois qu'ils arrivent sur les marchés? Je ne sais pas si c'est la seule façon de faire, mais en tout cas, ceux qui y arrivent ont suivi tous à peu près le même modèle, celui que j'appelais tout à l'heure modèle anglo-saxon. C'est un système plus inégalitaire. Je crois qu'il faut bien... Il faut poser les termes. C'est pas très marrant, mais c'est un système dans lequel, quand vous êtes en fin de carrière, vous avez des salaires nettement plus élevés que quand vous êtes ici en Europe en fin de carrière. En revanche, l'entonnoir qui vous permet d'accéder au Graal est autrement plus sélectif, et Dieu sait qu'il est déjà ici qu'en Europe, c'est-à-dire que vous allez avoir des populations soit de gens nés sur le territoire, soit de porteurs de visas spécifiques pour des études supérieures, qui frappent à la porte des universités pour obtenir la possibilité de faire un doctorat, puis un postdoc, puis un deuxième postdoc, et peut-être qu'au bout de ça, à 30-35 ans, ils seront admis dans la carrière, comme on dit. Politiquement, on voit bien que ça ne va pas tout seul, ça va d'autant moins tout seul qu'une bonne partie des gens qui sont en charge de la recherche sont aussi en charge de l'enseignement supérieur. Et donc il est difficile d'impulser une telle tendance dans le système de recherche sans embarquer avec soi l'enseignement supérieur, c'est-à-dire en gros sans américaniser, si je peux dire, les universités. Et là, on arrive dans un monde où les études supérieures ne sont plus aussi gratuites qu'elles sont ici. Vous voyez que le système est quand même mis en tension, ou qu'il faut choisir, il faut faire des arbitrages. Mais je reviens à la question d'Antonin. Comment faire pour que les euros investis dans la recherche publique soient plus porteurs d'effets économiques qu'aujourd'hui? Je ne connais qu'une recette, c'est celle-là. C'est rendre le système plus inégalitaire, ce qui politiquement n'est pas simple. Deuxième question, comment faire pour que ce que j'ai appelé rapidement le système politico-industriel soit meilleur pour réussir de grandes avancées industrielles et technologiques? Aujourd'hui, malheureusement, les nouvelles ne sont pas super encourageantes quand on parle d'acier bas carbone, quand on parle de la filière hydrogène. Il y a eu des tas d'espoirs qui ont été émis, mais on a le sentiment que ces aventures technologiques récentes vont ressembler à celles il n'y a pas très longtemps sur le photovoltaïque, c'est-à-dire que les capitaux publics et privés qui ont été investis dans ces technologies ont été finalement rincés par l'hégémonie chinoise, alors que quelques générations avant, on se souvient encore avec émotion du fait que la France avait su se doter de la dissuasion dans le domaine militaire nucléaire, du nucléaire civil, du TGV, etc., etc.
Comment on fait pour réussir ça? Alors, les Coréens, notamment, ils ont quelque chose, et les Chinois, c'est pareil, il y a quelque chose qui frappe l'imaginaire, c'est qu'ils ont des politiques qui sont très structurées en plans quinquennaux ou plans. Ils ont des objectifs extrêmement forts qui sont suivis au plus haut niveau de l'État. Et quand je dis suivi, c'est pas des mots en l'air. C'est-à-dire que tous les mois, sous la présidence du Premier ministre, les industriels sont là et ils rendent compte de leur avancement. Bon, on n'a jamais fait ça ici, mais ça dénote quand même d'une forme d'engagement de toute la population et des acteurs économiques pour atteindre un objectif qui s'appelle voiture électrique ou nouveau lanceur spatial ou nucléaire de demain. À la limite, peu importe à ce stade, mais vous voyez bien que la recette institutionnelle, elle n'est pas celle qu'on applique ici. Comment on avait fait ici, sous notamment les quinquennats de Gaulle-Pompidou, pour lancer ces grands programmes technologiques qui avaient globalement été couronnés de succès, pas à 100%, mais globalement. Il n'y avait pas ces réunions mensuelles, pas à ma connaissance, mais il y avait de grands organismes qui étaient en charge d'orchestrer cette aventure technologique. Quand le président de la République a dit « je veux que la France soit désormais une puissance spatiale », eh bien, il a créé un organisme, un CNES, qui coûte à peu près 1 milliard par an. Quand le même président de la République ou son successeur a dit « je veux que la France soit dotée du nucléaire civil », il s'est tourné vers le CEA en disant « je vous demande de réussir cette aventure », donc c'est-à-dire de concevoir les plans, les technos, et d'être en interface avec les industriels, de faire en sorte que ça marche. Et c'est pareil, c'est 1 milliard par an, etc. etc. On ne peut pas imaginer, dans un pays où le Premier ministre ne convoque pas les industriels tous les matins, on ne peut pas imaginer qu'une aventure, une épopée scientifique et technologique telle que la mobilité électrique ou l'acier bas carbone, je reprends les mêmes exemples, surviennent comme par magie s'il n'y a pas quand même à un endroit un chef d'orchestre, mais vraiment investi des pouvoirs du chef d'orchestre, c'est-à-dire que c'est lui qui va battre la mesure, imaginer les différentes étapes et les différents jalons à franchir. Et encore une fois, je pense que cet étage-là, ce rouage, on l'a perdu en route. Il était assez présent, assez prégnant dans la France des années 60-70. Il ne l'est plus aujourd'hui et à mon avis, ça manque. J'aurais voulu revenir sur deux choses. D'une part, la question du ciblage qui a été évoquée par Marc-Antoine Lacroix et aussi la question évoquée par Vincent Charlet de l'élitisme du système de politique d'innovation. Donc, sur le ciblage, je pense que y a vraiment eu un mouvement de long terme, disons, où on a rendu les politiques d'innovation de plus en plus décentralisées. C'est ce que je mentionnais avec le crédit impôt recherche, mais je pense que c'est vraiment assez important à comprendre. On se retrouve aujourd'hui dans un système de politique d'innovation où on considère que les entreprises savent dans quoi il est bon de dépenser de la R&D, elles savent quel est leur marché de débouchés, et donc dans le fond, l'État n'a pas son mot à dire réellement sur quelle est la dépense fiscale, quelle est la dépense de politique d'innovation associée d'une part au crédit impôt recherche, mais aussi si vous êtes une jeune entreprise, vous êtes éligible de droit au programme Jeunes Entreprises Innovantes. Donc en fait, disons 80% des aides à l'innovation en France sont attribuées en quelque sorte de droit, c'est-à-dire qu'on considère que les entreprises savent, elles sont sur un marché et elles connaissent leurs débouchés, et si jamais elles n'ont pas de débouchés et qu'elles font faillite rapidement, bon, bah, ça ne coûtera pas cher très longtemps. On a fait ce choix-là plutôt qu'un choix très dirigé, donc, par rapport à ces aides décentralisées, on aurait pu choisir des aides beaucoup plus centralisées. Le cas, je pense, de France 2030 est un type de dispositif d'aide beaucoup plus centralisé, où on choisit les technologies qui méritent un soutien public, et au sein de ces technologies, on choisit les entreprises qui méritent un soutien public. Donc c'est très centralisé. Ce dont on a eu peur, je pense, à une époque, c'est, disons, l'effet Concorde. C'est-à-dire le Concorde, cet avion ultra rapide, bijou technologique, mais finalement pas vraiment de demande sociale derrière, très faible marché, et donc
dépenses, soutien à la R&D, soutien scientifique, etc. Tout ça pourquoi ? Quelque chose pour lequel, en réalité, il n'y avait pas de besoin social. Mais aujourd'hui, disons, on est assez loin dans la décentralisation des politiques d'innovation. Si on regarde sur les montants qu'on dépense, c'est très décentralisé. Et lié à ça et à cette question de l'excellence et des inégalités dans le système, je pense qu'il est assez clair que même si on a bien identifié les défis technologiques auxquels on doit répondre, on va avoir un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir être aidées, qui vont vouloir faire de la recherche-développement sur ces sujets. Certaines seront très bonnes, d'autres seront moins bonnes. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les aides décentralisées, c'est que toutes les entreprises sont aidées de la même manière. Enfin, on a un taux fixe, tout le monde est aidé de la même manière. En fait, on a été très peu élitiste dans notre manière d'aider les entreprises. On l'est à nouveau un petit peu avec des dispositifs comme France 2030, on l'était un petit peu avec des aides BPI comme les concours d'innovation, etc. Mais c'est en fait des aides qui, quantitativement, sont assez marginales par rapport au total de ce qu'on dépense. Donc on a été très peu élitiste en se disant on va avoir ce qu'on veut, c'est faire émerger des acteurs et les soutenir de manière un petit peu fixe. Et ensuite, on aura des leaders qui vont émerger grâce à ces aides. C'est évidemment, dans une trajectoire de finances publiques assez contrainte comme c'est la nôtre, c'est évidemment une stratégie assez coûteuse de financer tout le monde et d'être assez peu élitiste par rapport à faire une sélection un petit peu restreinte des lauréats, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis avec le programme SBIR, où il y a clairement une concurrence assez forte pour obtenir les aides. Et c'est quelque chose dont on s'était jusqu'à récemment un petit peu éloigné. Bon, alors du coup, on a un peu parlé de politique industrielle et de ce qui a changé depuis les grands projets des années 60. Claire Calmegène, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. D'après vous, est-ce qu'on pourrait réussir à refaire ce qu'on a fait à cette époque-là, en France ou peut-être en Europe ? En fait, c'est à toi qu'on devrait poser la question, puisque Antonin publie régulièrement sur ce sujet. Mais moi je pense qu'il faut continuer l'effort. Il y a quand même de l'effort qui a été mis pour financer les technologies de rupture. Il y a de l'effort qui a été mis dans l'éducation et dans la formation, ce qui est très important. Comment est-ce qu'on a le talent qui a la capacité, au-delà d'avoir des super ingénieurs en IA comme on en a dans Mistral, qu'est-ce qu'on peut avoir comme apport de personnes qui vont implémenter cette innovation. Et après, je reviens un petit peu sur la renonciation des acquis, et c'est quelque chose qu'Antonin et moi on discute souvent, c'est à un moment, on envisage par exemple le 28e régime qui permettrait aux entreprises de ne pas avoir à dealer avec les 27 régulations des États membres, mais de pouvoir bénéficier d'un régime unique pour pouvoir s'implémenter à travers les différentes régions européennes. Mais, et tu en parlerais beaucoup mieux que moi, mais ça demande aussi une renonciation des acquis. Donc ça, c'est un mouvement qui est en cours. Il y a une enquête de l'Union européenne qui est en cours, qui vient de se clore, je crois, il y a une dizaine de jours, qui porte sur la mise en place du 28e régime en disant, est-ce qu'on pourrait adopter ça ? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on disait, oui, on rachète des entreprises, moi, pour l'avoir fait des startups, des jeunes pousses, pour l'avoir fait plusieurs fois, vous pouvez être sûr que dans les 6 mois qui suivent, la première personne qui vient frapper à votre porte, c'est le régulateur en demandant comment ça remplit tous les standards d'une entreprise qui existe depuis plus de 150 ans. Ah ben non, l'entreprise qui a moins de 3 ans ou 6 ans d'existence, elle ne remplit pas les mêmes normes et les mêmes standards que l'intégralité de mes business. Et donc ça, c'est difficile à intégrer. Donc comment est-ce qu'on aide en fait à aller chercher ce marché qui est un marché moins fragmenté, qu'on est moins face à de la régulation. Et pour moi, si on ne résout pas cette question, on va avoir un challenge qui est là. Mais bon, c'est entre nos mains, c'est en train de se jouer maintenant, et c'est quelque chose qu'il faut continuer à supporter. La deuxième chose, c'est que, comme je mentionnais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de l'investissement public, mais il faut le relais du privé. Et donc ça, pour moi, ça passe aussi par la retraite par capitalisation, qui reste un des seuls leviers
pour aller financer des entreprises de tech qui soient assez grosses. Et ça passe aussi par l'éducation financière des citoyens pour qu'ils comprennent la prise de risque. Quand vous allez à New York, quasiment tout le temps, votre Uber ou votre taxi jaune va vous dire « je suis en train de trader, voilà les 3 actions que j'ai achetées, je fais, alors chacun fait ce qu'il veut, mais je peux faire de la volatilité sur les crypto-monnaies, je n'encourage pas ça, mais voilà, quand vous en parlez, c'est leur activité. Ça fait partie de leur culture, dans leur culture et de la façon dont ils ont été éduqués, de faire fructifier le capital, de monter une entreprise, d'avoir ça. Alors, ils ont plein de défauts, ils en parlent beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, il faut arriver à débloquer cette capacité d'investir à large échelle et de nous donner chacun la capacité de construire l'Europe de demain. Donc pour moi, la politique industrielle, elle passe, par ce 28e régime, 2, par débloquer la retraite par capitalisation pour débloquer les capitaux, pour créer ces géants technologiques. Et après, on a déjà discuté de ce qu'il fallait faire des côtés recherche et des côtés direction. Voilà, si je pouvais juste... Moi, je vais le dire parce que j'ai piloté du crédit impôt recherche. C'est super sur le papier. Je vais être un petit peu cynique, mais sur la réalité, je pense que parfois, ça coûte aussi cher de faire du crédit impôt recherche et d'embaucher les gens que les bénéfices qu'on a à la fin. Enfin, faut se rendre compte parfois que vraiment, quand je parle de la régulation, de la bureaucratie, de ce que c'est, il faut qu'on arrive à surmonter ces challenges. Et encore une fois, moi, je reste positive. J'ai opéré des jobs dans l'industrie et à chaque fois qu'on a mis ces sujets sur la table, on a réussi à les débloquer, mais il faut vouloir les poser sur la table. Il faut vouloir retrousser ses manches et se dire, OK, on est en train de le faire et il faut continuer à créer ce mouvement. Merci. Peut-être effectivement une petite remarque complémentaire. Moi, il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai été aussi entrepreneur, enfin à la tête d'une start-up. Et c'est vrai que par rapport à ce qui vient d'être dit sur la sélectivité, enfin sur l'élitisme, pour une start-up, c'est quand même souvent plus acceptable de passer du temps avec l'État pour expliquer son projet, avec en face de jurys qui vont venir sélectionner une forme d'excellence, plutôt que de le passer avec des inspecteurs des impôts pour justifier une dépense de R&D au titre du crédit d'impôt recherche. Pourquoi ? Parce que d'abord, on apprend aussi dans le dialogue, et que quand on dialogue avec des jurys, qui sont souvent de très très bonne qualité, on se challenge aussi sur la qualité de son propre projet, de sa promesse de valeur, etc. Donc c'est une remarque effectivement par rapport à la contrainte budgétaire aussi, c'est-à-dire que mieux vaut dépenser un peu d'argent à structurer des jurys, à faire un peu d'ingénierie, d'appel à projets intelligents qui permettent de sélectionner une véritable excellence, plutôt que cet argent-là le mettre dans du guichet un peu ouvert, qui génère aussi pas mal de coûts de structure assez significatifs. Et la deuxième remarque, c'est par rapport à la réglementation. Alors, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur le fait d'avoir des réglementations qui ouvrent les voies à un marché unique, unifié, etc., ou un nouveau régime pour les startups. Je pense qu'il y a aussi un aspect très important, c'est que il faut que y compris en France, les services ministériels classiques s'interrogent sur l'adaptation de leur réglementation en fait, aux nouvelles innovations. C'est-à-dire qu'un des boulots qu'on fait au quotidien dans France 2030, c'est pas d'avoir nos collègues de tous les services ministériels pour qu'ils viennent juste nous dire « Ah, nous, on a besoin d'une partie de votre budget pour financer telle ou telle innovation ». C'est aussi pour que nous, on puisse leur dire « Attention, nous, là, on est en train de développer, par exemple, une super innovation avec des écosystèmes sur le biocontrôle. Par contre, la réglementation agricole, aujourd'hui, est absolument pas adaptée pour autoriser le biocontrôle, ou alors il faut 2 ans et demi de procédure. » Voilà. Et ça, c'est le vrai combat. C'est trouver, identifier les verrous réglementaires qui bloquent ce passage à l'échelle quand des innovations prometteuses ont fait la démonstration de leur valeur, mais qui sont juste étouffées parce que les ministères classiques en fait, n'intègrent pas assez. Et là, il y a aussi un enjeu de culture très très fort, qui est un peu de transformer l'État en entrepreneur. Alors, non, c'est évidemment une ambition très très forte, mais c'est un peu ça qui se joue aussi dans cette innovation orientée mission, parce que si on arrive à aligner les acteurs sur une innovation missionnée, vous voyez bien que c'est plus facile aussi de convaincre une administration de changer sa réglementation, parce qu'elle comprend l'intérêt et la finalité d'une innovation. Par contre, si on va voir une administration pour dire, voilà, j'ai telle technologie, ah oui, mais c'est quoi l'impact ? Ah ben je ne sais pas, effectivement, ça peut
autant détruire la biodiversité que décarboner, etc. Donc voilà, donc c'est aussi l'intérêt d'avoir quelques missions claires, c'est aussi d'accélérer cette adaptation des réglementations, y compris au niveau national, même si je partage complètement au niveau européen, évidemment, ensuite, pour trouver son marché, le jour où on aura un régime unifié, ça ira plus vite. Et peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, je pense qu'on a des exemples qui commencent à émerger. Quand on voit un Mistral AI qui va lever des fonds auprès d'un ASML qui a quand même été aussi supporté par les jurys, comme tu le mentionnais, etc., c'est la bonne direction. Simplement, on ne peut pas en avoir qu'un seul. Quand tu demandais est-ce qu'on peut reproduire les années 60, on ne peut pas avoir qu'un Mistral. Il faut que l'équivalent de H Company, qui elle était plus dans l'agentique, arrive à percer. Il en faut d'autres, il faut des alternatives pour que les entreprises du privé elles puissent travailler avec une multitude d'acteurs. On ne peut pas mettre tout dans un seul acteur. Donc on voit des mouvements qui se créent qui sont les bons, mais il faut réussir à en avoir un deuxième et un troisième. Et on voit aussi que ça crée de la stimulation quand même assez forte. Par exemple, dans des industries en plus de défense, quand on voit l'alliance franco-allemande autour d'une start-up qui s'appelle Helsing, qui va construire des drones avec de l'IA assez avancée, on voit que Safran répond tout de suite en achetant Preligence, et là en l'intégrant, en créant Safran AI, et en allant s'intégrer et mettre cette offre. Et du coup, ça offre de la crédibilité à l'acteur numéro 2, qui est plutôt un nouvel entrant, plutôt un disrupteur, comme tu le mentionnais, parce qu'on va se retrouver sur des appels d'offres, publics ou à grande échelle, sur lesquels on va avoir un acteur traditionnel qui a sa branche IA, et puis un autre acteur qui est là. Et moi, dans la boîte dans laquelle je travaille, elle a été fondée il y a 30 ans par 2 Français, qui après ont été rachetés 2 Américains. Et certes, c'est 2 Français qui habitent aujourd'hui aux États-Unis, mais ils ont monté un business qui fait 4 milliards et qui est le 3e meilleur mondial. Donc on l'a fait, on peut le refaire, et il faut continuer à le faire. Mais il faut arriver à le porter. Et comme on voit qu'on a un agenda politique aussi assez chahuté, il faut que cette continuité soit portée et qu'elle ne s'arrête pas au milieu du chemin dans lequel elle a été lancée. Donc pour moi, je reste positive. On peut se dire qu'on peut refaire ce qui s'est passé. En tout cas, on a largement essayé de s'en donner les moyens et on continue à se les donner. Merci. Alors moi, je vois quand même dans ce qui a été dit, je vois 2 quand même freins ou de fuites. C'est que vous avez tous dit plus ou moins qu'il y avait quand même un problème de transmission de la recherche scientifique, académique, universitaire vers l'entreprise. Et puis qu'il y avait aussi un manque de culture entrepreneuriale scientifique dans nos dirigeants et qui explique peut-être parfois des régulations qui sont mal adaptées. Alors ma question du coup, c'est comment on fait pour d'une part rapprocher les universités des entreprises, et comment on fait pour avoir une régulation qui est, on va dire, qui écoute un peu plus en tout cas les entreprises. Donc, vaste programme, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est une invitation à le faire, mais donc il se trouve qu'on fait de la recherche ensemble avec Antonin, donc, et notamment un des articles qu'on a écrit ensemble qui évalue en fait une politique qui n'était pas conçue comme une politique d'innovation au départ, qui est vraiment une politique scientifique, qui ont été les laboratoires d'excellence, et on essaye de voir si avec ce financement des laboratoires d'excellence, où on a donné en gros 1,5 milliard d'euros à des laboratoires, vraiment donc dans des universités, pas du tout d'entités privées, on regarde l'impact sur les entreprises autour, sur les entreprises qui sont proches géographiquement et proches technologiquement de ces laboratoires. Est-ce qu'elles se sont saisies de cette amélioration de la connaissance scientifique qui était produite dans leur zone et sur leur sujet, et est-ce qu'elles ont augmenté leurs efforts de recherche-développement de ce fait-là? Est-ce qu'on trouve des effets assez forts? On trouve des effets de l'ordre de 80 centimes de R&D privé par euro dépensé dans le programme, ce qui est en fait tout à fait comparable, et même plutôt en haut de l'échelle des politiques d'innovation qu'on peut essayer de faire pour stimuler la R&D privée en finançant directement les entreprises. Donc c'est, je pense, vraiment un signal fort que faire bouger la frontière scientifique et la frontière technologique avec, en produisant plus de connaissances, c'est quelque chose auquel
les entreprises sont sensibles et c'est vraiment à ça que les entreprises réagissent d'une manière sans doute très élitiste, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'entreprises qui sont très loin de la frontière technologique, qui en fait vont pas du tout pouvoir se saisir de ces résultats, vont pas du tout pouvoir générer des innovations de rupture sur la base des nouvelles connaissances scientifiques à leur disposition, parce qu'elles ont des procédés, des produits qui sont en réalité trop éloignés de la frontière et trop différents de ce qui se fait en sciences. Mais voilà, on voit que des programmes de ce type-là, de financement vraiment orientés sciences, sont efficaces pour augmenter l'innovation d'une part, c'est-à-dire que ce qu'on voit notamment, c'est que les brevets deviennent de meilleure qualité, citent plus de sciences, etc. Et surtout augmenter les inputs, augmenter les intrants de R&D, plus d'ingénieurs. Ça, c'est efficace. Après, quelle médiation de ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore encore ça en faisant des programmes qui non seulement financent des laboratoires excellents en sciences, mais qui en plus de ça font de la transmission de cette connaissance aux industriels. C'est une question un petit peu ouverte et en réalité on a très peu d'évaluation à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a des partenariats publics-privés de recherche qui existent, mais il y a des dispositifs publics de partenariat public-privé de recherche, mais assez peu d'évaluation là-dessus. Peut-être rapidement, mais pour prolonger sur finalement les mécanismes un peu de transfert. Effectivement, donc, les LabEx ont montré qu'en bougeant la frontière scientifique, ça a bougé aussi quelque part effectivement les comportements des startups. Alors il y a d'autres mécanismes qui existent beaucoup plus volontaristes, par exemple les SAT, dont le boulot est de vraiment faire ce transfert. De ce point de vue, on a nous réalisé une étude d'évaluation récente sur l'efficacité des SAT justement qui démontre une vraie efficacité, c'est-à-dire un vrai impact positif sur à la fois l'investissement en R&D des startups et aussi sur leur trajectoire de performance en valeur ajoutée à plus long terme, lorsqu'elles justement achètent des brevets issus justement des SAT, c'est-à-dire avec une action très volontariste de transfert de la part des SAT. Alors, cela étant dit, moi je pense qu'il y a quand même une difficulté d'échelle. C'est-à-dire que j'entends bien qu'effectivement il y a des effets positifs. La question c'est, ok, mais est-ce que ces effets ils sont suffisamment massifs pour faire changer un peu l'état du monde ou pas? Il me semble que la réponse est plutôt aujourd'hui, malheureusement, négative. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un système, on a un tissu, notamment régional, qui est quand même assez spécialisé dans les stratégies de spécialisation à la fois d'innovation et d'industrialisation. En clair, ce n'est pas les mêmes territoires où on a les pôles scientifiques d'excellence qui sont ceux qui vont industrialiser. Quand vous regardez une carte de l'intensité d'industrialisation, vous voyez qu'en fait c'est très polarisé évidemment dans le nord de la France, à la fois géographiquement et sectoriellement, aéronautique, électronique dans la vallée de Kroll, etc. Donc on a une difficulté, c'est que comme territorialement on a des stratégies de spécialisation qui sont très très polarisées, et ben ce déversement naturel d'écosystèmes, il ne se fait pas aussi rapidement qu'on pourrait le penser. Il nécessite effectivement des passerelles, souvent au niveau justement plus national. Alors, moi j'aime pas trop le terme grand programme parce que je pense qu'on ne reviendra pas à des grands plans de filière très top-down. Le monde ne fonctionne plus comme ça. Il fonctionne beaucoup plus en réseau, beaucoup plus en horizontalité. Mais effectivement, alors dans France 2030, on a un instrument qui est la stratégie d'accélération, où on a en amont un programme de recherche qui est construit avec les industriels pour que les équipements de recherche et que les projets de recherche soient un peu fabriqués pour les besoins des filières aval. Mais on n'enferme pas ni sectoriellement, ni territorialement. On raisonne par grandes problématiques sociétales, là encore. Comment résoudre telle maladie rare, comment progresser sur la filière quantique. Donc c'est aussi une méthode. Alors le recul manque encore pour voir l'impact de cette nouvelle approche, mais c'est l'idée d'avoir au niveau national des instruments d'intégration amont-aval pour que les gens qui produisent la recherche et des connaissances soient beaucoup plus en lien avec ceux qui vont les utiliser, et ça quasiment nativement, c'est-à-dire au démarrage de la stratégie, et de ne pas cesser ensuite de les faire se dialoguer entre eux, y compris pour anticiper les pivots.
Parce qu'en fait, le problème de l'innovation un peu dirigée, c'est qu'évidemment, il y a du pivotement en permanence. On n'arrive jamais exactement au produit auquel qu'on avait estimé initialement. Ça ne veut pas dire qu'il faut stopper, mais ça veut dire qu'il faut accompagner le pivotement. Et ça, c'est probablement effectivement ce qui est le plus compliqué. Éviter le stop and go et en même temps être sensible aux signaux aussi d'échec et accompagner les pivotements qui sont stratégiques. Antonin, je crois que ta question était littéralement comment est-ce qu'on peut rapprocher les deux mondes, le monde de la recherche, le monde des entreprises, pour améliorer l'efficacité ou la capacité d'un pays comme la France à produire des innovations attendues à l'avenir. Et dans les termes de cette question, je retrouve une hypothèse fréquente, courante, qui est celle justement de publics trop éloignés qu'il faudrait réussir à rapprocher de l'un de l'autre. Donc un peu comme si on avait dans notre grande France le grand hall des chercheurs où ils sont tous à la paillasse et ils travaillent à faire leurs avancées scientifiques. Et juste à côté, le grand hall des entreprises innovantes, innovatrices qui se servent de ces résultats scientifiques pour en faire des nouveaux produits ou des brevets ou des nouveaux services. Et ça fait 30 ans, 40 ans qu'en Europe, tous les pays se demandent comment est-ce que je fais pour que le contact passe mieux entre le grand hall de la science et le grand hall de l'innovation. Alors, je vais donner un statut juridique un peu spécial pour qu'ils puissent se balader de l'un à l'autre. Et puis, je vais agrandir un peu la taille des portes. Puis, je vais leur donner en plus une incitation financière quand ils passent de l'un à l'autre. Je vais organiser des sites web et des grands événements où ils puissent se présenter. Bon, bref, on cherche à tout prix à rapprocher les publics parce qu'on se dit, à l'interface, le flux, la circulation est trop faible et donc ces publics, malheureusement, travaillent en silo, ils s'ignorent et donc ils ne se rendent pas mutuellement service, en tout cas pas assez. J'ai dit tout à l'heure qu'on a mené des observations sur les innovations de rupture il n'y a pas longtemps. Et du coup, moi, ça m'amène à poser une autre question, à proposer une autre hypothèse. Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que les chercheurs qui sont dans leur grand hall de la science, 9 fois sur 10, quand ils produisent un résultat scientifique qui va être utilisé par une entreprise dans un brevet, c'est à l'étranger. Et 1 fois sur 10 seulement, c'est par les entreprises qui sont juste à côté. De même, quand les entreprises développent un brevet de rupture dans une technologie d'avenir, prometteuse, et que ça s'inspire, et que leur brevet s'inspire d'avancées scientifiques récentes, 9 fois sur 10, ça vient d'avancées scientifiques qui ont été produites à l'étranger, et seulement 1 fois sur 10 par les scientifiques d'à côté. Et ceci n'est pas propre à la France, on l'observe, y compris dans des pays, j'allais dire exotiques, comme le Japon et la Corée, qui ont par ailleurs, enfin que vu d'ici, on juge très efficaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance scientifique circule abondamment dans le monde. Et du coup, j'en viens à cette conjecture. Je ne suis pas certain qu'on va grandement améliorer l'efficacité de la grande maison France en poussant encore un peu plus les murs et en organisant encore un peu plus de festivals pour que les scientifiques et les innovateurs se rencontrent. Je pense au contraire qu'il faut, d'une certaine façon, stimuler presque séparément l'un et l'autre, de sorte à ce que les scientifiques soient encore plus qu'aujourd'hui au contact des entreprises du monde entier. Et bien sûr, et c'est là que tout se joue, que les entreprises qui agissent sur le territoire France soient plus proactives pour aller chercher dans le monde entier des inputs scientifiques dont elles ont besoin. Parce que si, et le modèle dans la matière, c'est les États-Unis. Les États-Unis offrent, si j'ose dire, gratuitement leur science au monde entier. C'est absolument phénoménal de voir le nombre d'articles, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont inventés, de découvertes scientifiques qui sont imputables à des laboratoires ou des chercheurs américains, mais qui seront en fait appropriés dans des brevets déposés par des entreprises étrangères. Sauf que, dans le même temps, les entreprises américaines
vont chercher 2 fois plus encore de résultats scientifiques conçus à l'étranger et les intègrent dans leur propre brevet. Ce qui m'amène à dire, encore une fois, que j'ai parlé tout à l'heure de système inégalitaire, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je crois qu'on a peut-être été au bout d'une voie qui consiste, encore une fois, à améliorer les interfaces entre chercheurs français et entreprises françaises, voire parfois au sein d'un même cluster. On a déployé beaucoup d'instruments dans cette voie, et je pense qu'il faut réussir à imaginer que peut-être notre nouveau palier d'efficacité, pour avoir globalement un système plus innovant, c'est d'avoir dans chaque hall, celui de la science, celui de l'innovation, des gens plus stimulés. Bien, merci. Alors, on a beaucoup parlé des États-Unis tout au long de cette conversation, et une question peut-être un peu naïve, mais puisque ça marche mieux aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on ne copie pas leur politique d'innovation en Europe ou en France ? Alors, je vais essayer de ne pas faire de réponse trop longue. La première réponse, c'est qu'il y a beaucoup de points communs. Vu d'avion, l'économie américaine et l'économie française, l'industrie américaine et l'industrie française se ressemblent beaucoup en termes de déficit commercial, poids de l'industrie dans le PIB, poids des biens de haute technologie dans les exportations, poids des services numériques dans la balance commerciale, etc. etc. Évidemment, la France est plus petite, mais enfin, il y a beaucoup de points communs. Première chose. Deuxièmement, les États-Unis investissent beaucoup plus, Antonin l'a rappelé en introduction, dans l'innovation que la France. Donc ça serait une différence à combler. Et là, pardon, mais il ne suffit pas d'un claquement de doigts. Le grand écart entre les deux, c'est que ça se passe du côté du privé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'économie américaine se régénère, si j'ose dire, plus vite. Elle se transforme plus vite que l'économie française ou que l'économie européenne d'ailleurs, dans lesquels les secteurs industriels qui ont parfois 100 ans d'âge ont gardé une place plus importante. Et donc, dans le secteur du numérique en particulier, ou des biotech, qui sont apparus plus récemment, ils occupent une place très importante dans tous les investissements qui sont faits dans la R&D aux États-Unis, et plus modeste ici. Donc, comment on fait pour copier ? Ça a été déjà un peu évoqué, c'est à la fois culturel, capitalistique, réglementaire et financier, bien sûr. L'autre grande différence que je vois, c'est le rôle du ministère de la Défense. Alors, en gros, en France, retenez qu'on dépense entre 60 et 70 milliards d'euros chaque année dans la R&D. À peu près à moitié des euros publics et des euros privés. C'est des moitiés à la louche carrée. Et puis au milieu de ça, donc l'essentiel, c'est d'une part une quasi-moitié pour le financement de la recherche publique dans les universités, donc l'avancement de la connaissance, à l'INRA, l'INSERM au service de politique publique. Une autre quasi-moitié, c'est ce que les entreprises dépensent spontanément pour améliorer leur stylo plume, leur micro-ondes et tous les produits qu'elles nous proposent. Et au milieu de ça, vous avez un domaine intermédiaire qui, je vais appeler ça les stratégies d'accélération. On les trouve notamment dans France 2030. Mais j'utilise ce terme de façon générique, c'est-à-dire un peu à l'image des grands programmes pompidoliens auxquels je faisais allusion tout à l'heure. C'est tous ces instruments dans lesquels l'État investit de façon déterminée et descendante en disant le nucléaire c'est important, l'aéronautique c'est important, on la soutient, etc. Et vous allez, avec ces quelques milliards, inventer l'avion de demain. Et donc, symboliquement c'est très fort. Numériquement, c'est une minorité par rapport aux 70 milliards auxquels je faisais allusion. Je reviens à la différence entre France et les États-Unis. Elle est là, la différence. C'est-à-dire que le ministère américain de la Défense, qui dispose d'un budget considérable par comparaison avec le ministère français, consacre une partie de ses efforts
à soutenir la recherche, le développement et l'innovation, notamment dans ces programmes descendants. C'est vrai aussi du ministère de l'Énergie et sur le nucléaire. Et là, on a une habitude, il faut bien l'avouer, plus réduite dans le fonctionnement de nos institutions. Claire, peut-être, qui connaît... Non, connaît bien mieux les États-Unis que nous. Non, mais je pense que la réponse était très bien apportée sur les différents facteurs. Sur les différents facteurs qui étaient nécessaires, aussi bien capitalistiques, régulatoires. Voilà, je pense qu'ils ont quand même, quand je parlais de Mistral et d'ASML, ils ont réussi à créer une dizaine de géants technologiques qui est aujourd'hui, comme tu mentionnais, à régénérer leur économie, qui a créé des leaders qui étaient équipés avec ces capacités et que c'est ça qui les différencie fortement par rapport à nous. Donc tu vois, ils ont aujourd'hui, et puis ça les finance. Enfin, et je pense que je ne sais pas donc le modèle n'est pas transposable puisque maintenant eux ils ont ce financement sur lequel ils peuvent taxer tous leurs GAFAM ou je ne sais plus comment ils s'appellent, les FANG ou comme ça change de nom tous les matins, mais bon ils peuvent les taxer et puis ça leur finance la plupart de leur politique. Je pense que la seule chose que je peux dire en Europe, tu aurais peut-être vu Marc-Antoine, mais la seule chose, c'est qu'on a quand même eu la chance d'avoir un commissaire européen qui s'est tenu debout face à eux. Et je pense que c'était pas un job facile en disant que l'Europe n'était pas un marché gratuit pour eux. Et que s'ils déployaient de la technologie chez nous, ils paieraient aussi leurs taxes en Europe et que ça nous permet de nous financer. Donc je pense qu'il faut tenir là où on en est. Il faut créer et continuer à créer, nous, ces entreprises technologiques avec l'échelle qui n'est pas celle des États-Unis, mais il faut continuer à tenir la barre et à le faire. Il y a la filière souveraineté qui a été créée pour faire ça. Et puis, il faut taxer. Il faut les taxer. Et moi, pour pouvoir nous financer cette transition et puis arriver à l'être. Et pour moi, ça ne bloque pas l'innovation. Quand j'ai vu des entrepreneurs qui étaient des pairs dire on ne nous laisse pas utiliser les LLM de Llama et donc je ne vais pas pouvoir livrer mon innovation, j'étais là, mais les modèles les plus puissants, c'est les modèles chinois, ils sont open source, tout le monde peut les utiliser et ce n'est pas ça qui stoppe l'innovation. C'est une mauvaise compréhension de la technologie et de son application dans l'économie. Donc il y a des solutions et il faut aller chercher ces solutions et continuer à faire ça. Voilà. Mais tu nous donneras peut-être ta perspective parce que voilà. Non, je voulais juste être un peu l'éléphant dans la pièce sur est-ce que l'innovation, enfin sur le modèle justement d'innovation entre les grandes zones Europe, États-Unis et Chine, parce que est-ce que le salut de l'Europe est dans l'imitation américaine? Je ne crois pas. Alors moi, je suis le seul représentant de l'État ici, donc je vais prendre une casquette un peu politique publique, et donc plutôt politique et intérêt commun. Mais oui, je suis d'accord, il y a une force de frappe financière, elle est indéniable. Oui, il y a une prise de risque dans l'ADN culturel américain, et on a bien besoin de s'inspirer de cette prise de risque. Et on le fait d'ailleurs dans France 2030 sur des technos de rupture, le quantique, le spatial, le new space, etc. À côté de ça, je pense qu'on a des lignes de démarcation, des formes de lignes rouges assez fortes, et je pense que c'est bien et qu'il faut qu'on les maintienne en Europe. La première, c'est qu'on met quand même une innovation au service de la décarbonation, et non pas au service de l'extraction fossile. Donc c'est quand même une différence majeure, parce qu'on peut continuer à innover. Si c'est pour plus habiter la Terre dans 20 ans, je ne vois pas ce qu'on aura vraiment gagné. Alors qu'il y a une vraie frontière technologique de l'innovation dans le vivant. C'est peut-être là qu'est la spécialisation européenne de demain, c'est-à-dire maîtriser l'atome, maîtriser la frontière de l'atome pour la mettre au service d'une meilleure compréhension du biologique, du minéral, et générer une civilisation de haute technologie, mais de durabilité et du vivant. Voilà, c'est peut-être un chemin pour l'Europe, j'en sais rien. En tout cas, la Chine, ça sera l'usine robotisée, humanoïde, et qui remplacera peut-être l'humain. Les États-Unis, évidemment, c'est la puissance numérique, avec sans doute
ce qui va avec une puissance impériale, même si ils incitent les Européens à se réarmer. Et donc, est-ce que, au-delà évidemment de la puissance de frappe financière et de l'esprit de l'esprit entrepreneurial, qui, je rappelle, est quand même un mot français, entrepreneur, et non pas américain, et effectivement est important. Il y a quand même la question, encore une fois, je reviens au début de mon propos, de à quoi cette innovation va servir. Et si on veut, je pense, mobiliser aussi les nouvelles générations sur cette innovation-là, pour le coup, l'Europe est quand même dans un déclin démographique. Elle aura besoin aussi d'attirer des nouveaux talents. Je pense que c'est aussi autour d'un narratif sur l'usage de l'innovation qui ne pourra pas être uniquement de se dire qu'on copie ou la Chine ou les Américains sur uniquement le numérique, même si on en aura besoin, mais pour faire peut-être autre chose que simplement du cloud ou de l'IA adossé à des générateurs charbon. Alors, je sais bien que les Américains sont aussi en train d'accélérer avec le couplage nucléaire data center. C'est très vrai, mais justement, pour le coup, là, cette course technologique-là, on l'a dans France 2030. C'est bien pour ça qu'on pousse très fort sur nos SMR et qu'on a la chance quand même d'être encore la puissance internationale la plus performante en matière de recherche dans le nucléaire. C'est quelque chose qui ne se sait pas assez. Et la fusion, évidemment, même si là, on a effectivement perdu un peu de temps. Mais la fusion qui reste dans certains projets qu'on soutient pour repousser les frontières de la fusion, et un record que vous avez entendu il y a quelques semaines du temps le plus important en fusion, 22 minutes sur le plasma. Voilà. Donc on a des raisons d'être fiers. On n'a pas que des raisons uniquement de vouloir imiter le modèle américain, même si ils ont aussi des choses à nous apporter, bien évidemment. Oui, je voulais peut-être juste clarifier un tout petit point sur ce qu'on appelle prise de risque dans les politiques d'innovation. Donc, il y a effectivement une partie côté financement privé, capital risque, etc., qui était un peu ce qui était mentionné auparavant de culture financière, d'à quel point les gens acceptent de prendre des risques. Et ça, bon, on peut prendre exemple sur les États-Unis si on veut ou pas. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez indépendant finalement des politiques d'innovation. En revanche, ce qui est clair pour les politiques d'innovation et qui est beaucoup plus présent, je pense, dans la conception des politiques d'innovation américaines que des politiques d'innovation européennes, c'est la prise de risque. C'est-à-dire que vraiment, les gouvernements, s'il y a bien des entités qui sont censées être un petit peu neutres au risque, ce sont les gouvernements, au sens où on va financer de toute façon plein de projets. Certains vont échouer, d'autres vont réussir, et aucun acteur financier privé n'aura suffisamment de masse pour se permettre d'être à ce point neutre au risque qu'un gouvernement. Et donc je pense que les États-Unis ont largement accepté cette neutralité au risque dans la conception des politiques d'innovation depuis longtemps, et c'est quelque chose avec lequel je pense qu'on a encore du mal dans la conception des politiques d'innovation françaises. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre les questions du public. Je rappelle que d'ailleurs, vous pouvez les poser par SMS ou j'imagine en parlant très fort, en levant la main. Mais il y en a quelques-unes, donc je vais commencer, puis celui qui veut répondre prend le micro. On entend souvent parler de fuite de nos cerveaux. Qu'en est-il factuellement? Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments là-dessus. En tout cas, on a parlé de la fuite des idées, mais est-ce que les cerveaux posent aussi un problème? Alors, je n'ai pas de chiffres récents sur les fuites des cerveaux. C'est un phénomène qui est dans l'ensemble assez marginal, je crois, mais qui malheureusement est assez concentré sur les chercheurs les plus courtisés, donc a priori les meilleurs. Donc c'est évidemment un phénomène qui ne sert pas la capacité scientifique d'un pays comme la France. Alors une question un petit peu plus générale. On est arrivé à plus d'un an après le rapport Draghi. Dans le rapport Draghi, il y a quand même beaucoup d'éléments dont on a parlé. Pourquoi est-ce qu'il y a une solution au niveau français, ou est-ce que la solution elle passe forcément par l'Europe, et si oui, quelle est-elle, quoi? Comment on met d'accord tous les pays européens pour faire une politique d'innovation commune? Peut-être je me lance sur la dimension européenne pour dire d'abord que ça bouge au niveau européen
sans doute effectivement pas assez vite. D'ailleurs, Draghi l'a dit lui-même lors de l'anniversaire de 1 an de son rapport. Je pense qu'il y a des choses qui sont... alors, il y a des choses positives, par exemple, l'idée de faire un fonds européen de compétitivité, qui d'ailleurs va être un peu le produit exporté de France 2030 au niveau européen. C'est-à-dire que quand on regarde comment il est en train de s'élaborer, on retrouve beaucoup des caractéristiques du projet français, notamment l'idée d'avoir des grandes thématiques d'innovation à mission, l'idée de regrouper dans une même boîte à outils pas mal d'instruments d'intervention, donc les aides directes, mais aussi des outils de fonds propres, de dette, etc., des garanties de dette. Ça c'est plutôt pour les points, enfin pour les projets en cours. Alors moi, je trouve qu'il manque une réflexion vraiment sur un outil. Alors désolé pour l'acronyme, c'est les PIEC. Alors c'est un peu obscur, mais enfin c'est l'idée que on peut déroger au régime d'aide d'État sur des programmes d'intérêt communautaire. Mais attention, en fait, c'est juste une dérogation, mais l'argent, il vient bien des États. C'est-à-dire que la Commission autorise des financements de grands projets en dérogation des aides d'État, mais enfin, il faut quand même que ce soit les États qui payent. Alors, le problème de cet outil, il a été pas mal utilisé dans France 2030 sur les projets hydrogène, sur les projets... mais il pose une difficulté, c'est qu'en fait, c'est le taux de retour. C'est-à-dire que chaque pays essaie très vite de saturer son enveloppe en envoyant le plus de projets pour ses propres acteurs. Et donc ça, finalement, c'est un outil européen, mais qui n'est pas vraiment conçu à l'échelle européenne du point de vue des spécialisations européennes. Donc ça, c'est, je pense, un chantier vraiment urgent à accélérer au niveau européen, c'est de construire des spécialisations européennes où, oui, on accepte de renoncer à faire certaines choses parce qu'on se met d'accord avec le voisin, parce qu'on trouve qu'il a un avantage comparatif à faire une partie de la chaîne de valeur, et nous, on renonce, mais parce qu'on sait que soit les Allemands, soit les Néerlandais, etc. Alors, c'est quelque chose, par exemple, sur le quantique qu'on est en train de faire, des accords un peu tripartites pour, j'allais dire, avancer plus en mode club et dans une répartition un peu plus intelligente des savoir-faire et des compétences. Mais je veux dire, la boîte à outils européenne n'a pas encore suffisamment évolué pour accompagner ça, quoi. C'est-à-dire qu'elle est restée un petit peu sur un logiciel de dérogation finalement aux règles du droit de la concurrence. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et dernier point où je trouve qu'il y a une avancée, c'est quand même les clauses locales, c'est-à-dire la protection par l'achat local, quand on développe des innovations et qu'on les industrialise, l'Europe autorise de plus en plus à déroger justement aux règles de la concurrence pour privilégier l'achat local, c'est-à-dire la souveraineté dans l'achat des composants, etc. C'est évidemment ça, c'est très important parce qu'on n'en parle pas assez, mais même quand on déploie des grandes innovations, si dans les équipementiers, l'essentiel de la valeur provient de Chine ou d'Inde, etc., ben finalement, on est content, on a déployé l'innovation, mais en termes de valeur ajoutée, on n'a pas résolu le problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé la valeur ajoutée sur le sol européen. Donc, pour ça, il faut être un peu plus en protection des marchés, notamment par rapport à la concurrence chinoise, et ça passe aussi donc, par ces clauses d'achat local, ou en tout cas de protection d'une certaine part de valeur ajoutée produite localement. Et ça, c'est, je trouve, un élément de progrès dans les nouvelles réglementations européennes. Mais voilà, il faut accélérer puisque les cycles d'innovation sont de plus en plus rapides. Et donc, la denrée, c'est le temps, quoi. Il faut réussir à valoriser aussi le temps dans toutes ces politiques et accélérer sur les adaptations réglementaires. Merci. Alors, une autre question sur la Chine et Trump. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit changer notre façon de collaborer avec la Chine à l'heure de Trump? Comment est-ce qu'on doit voir la Chine comme un allié, comme un concurrent technologique? Et qu'est-ce que ça implique pour l'Europe? Alors, c'est pas parce que Trump s'est détourné de ses alliés, dont nous, que la Chine devient mécaniquement un allié de l'Europe. En tout cas, sur le plan industriel, il n'y a pas photo. La Chine entretient sa capacité de rival, de concurrent industriel des pays européens notamment, et s'embarrasse pas beaucoup de principes moraux pour sursubventionner ces industriels, casser les prix, de faire en sorte, bref, de d'écouler au maximum les produits made in China en Europe. Et donc,
en tout cas dans les milieux industriels, l'idée qui circule beaucoup serait en fait de réussir à imposer aux Chinois à peu près l'équivalent de ce qu'ils nous ont imposé pendant 20 ou 30 ans, c'est-à-dire, écoutez, si vous voulez vendre des produits, une voiture électrique, bientôt peut-être des avions ou des trains, au marché européen, eh ben, faites seulement, mais vous les produisez en Europe. Donc on va créer des joint ventures. Vous allez d'ailleurs au passage nous ouvrir vos portefeuilles de brevets pour qu'on apprenne à faire aussi bien que vous. Donc je ne dis pas que ça sera facile à faire, mais c'est ce genre d'alliance, puisque c'était le mot qui était contenu dans la question, qui est souvent évoqué en ce moment. Merci. Bon, donc pour la dernière question et le mot de la fin, pour finir sur une note un peu plus optimiste, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de succès européens technologiques récents, qu'on finisse quand même un peu avec le sourire? Alors évidemment, oui, quelques-unes. En fait, nous, dans notre quotidien, évidemment, on suit très près les premières mondiales, les premières innovations, au moins au niveau européen. Donc on citait tout à l'heure le plasma, hein. On a quand même fait des progrès, on fait des progrès assez fulgurants en matière de fusion. Hein. D'ailleurs, je rappelle que l'Allemagne vient d'annoncer un objectif à 2040 également de maîtriser la technologie de fusion. Alors après, dans l'exploitation, évidemment, on parle quand même d'un horizon beaucoup plus éloigné, mais ça progresse très vite. Dans le quantique, aujourd'hui, la France vend 20% des ordinateurs quantiques dans le monde. C'était encore il y a quelques années une espèce de rêve, la suprématie quantique. Voilà, on a des premiers qubits embarqués dans des supercalculateurs qui permettent d'améliorer de plus de 100 millions les puissances de calcul d'un exascale classique. Et ça, pour tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les nouvelles protéines, la transformation éventuellement du carbone pour en faire un actif valorisable, fermer le cycle de l'azote, résoudre des... Voilà, enfin, on a un boulevard. Et moi, à titre personnel, là, je prends une casquette perso, je pense que c'est beaucoup plus cette rupture technologique-là, le quantique, que l'IA, sur laquelle l'Europe doit se positionner sur la rupture, hein, j'entends bien. Sur l'IA, en fait, on est en réalité dans de la recombinaison. Non, mais dire qu'on est dans la recombinaison, comme l'était l'imprimerie, qui a quand même évidemment énormément révolutionné le monde, mais finalement, le paradoxe, c'est que l'imprimerie à l'époque de Gutenberg, c'était une recombinaison, c'était pas une innovation de rupture, hein, ça a été plutôt sortir du sentier à la dépendance technologique que la Chine avait avec la xylographie pour simplement recombiner et développer l'imprimerie. Le quantique, c'est autre chose, on change vraiment d'échelle et on peut avoir avec le quantique, d'abord évidemment, maintenir notre sécurité nucléaire, notamment sur les clés. Hein. Je rappelle que l'enjeu, il est quand même d'avoir des satellites sécurisés grâce à des clés quantiques et à la cryptographie post-quantique. Là, il y a une course entre tous les États là-dessus. Et c'est important de continuer à investir pour ne pas perdre l'avance qu'on a. En tout cas, rester dans le pelon de tête des technos. Donc voilà, je pourrais encore en citer plein, mais plus dans le domaine du transport maritime. On a des cargos maintenant véliques. On envoie des cargos dans l'espace pour les futures stations orbitales. Voilà. Non, il y a plein de motifs d'espérer. Mais encore une fois, à chaque fois, ce n'est pas une innovation pour l'innovation, c'est une innovation qui va résoudre des problèmes sociétaux, et je pense que c'est ça qui doit nous mobiliser en tant qu'Européens. Ouais, non, mais pour compléter, moi je pense qu'on a quand même des super leaders mondiaux. On a par exemple dans les activités de marché, on a le leader mondial sur les infrastructures de marché qui s'appelle Murex, qui a été monté et qui a son siège en France. Moi quand j'étais à la Société Générale, on a été la première entreprise à transacter un euro digital wholesale au monde. Donc il y a eu les coquillages, il y a eu l'échange. Le premier euro digital qui était plutôt de nature wholesale, donc entreprise, qui a été tradé au monde, il a été fait par des Français. Voilà, donc on n'est pas short, j'en ai mentionné quelques autres tout à l'heure. Je pense qu'on n'est pas short de superbes initiatives. Après, ce que j'ai aussi envie de dire parfois, c'est défini français. Parce que je reviens dans la boîte dans laquelle je suis, qui est le 3e leader mondial. Aujourd'hui, c'est une boîte qu'on pourrait considérer comme américaine, mais elle est toujours pilotée par 2 Français et elle a toujours un ADN qu'ils insufflent qui est français, avec la plupart de la R&D de cette boîte qui fait de l'outsourcing et toute la construction de la GenAI qui est faite par des Français.
sur le territoire français et qui est exporté partout dans le monde et qui contribue à la création de valeur, y compris en France, et y compris pour des employés en France, puisque moi j'en ai plus de 4000 sur le sol français qu'on forme tous les jours dans tous les territoires et dans tout le maillage sur l'adoption des nouvelles technologies. Et un autre exemple pour moi qui est assez flagrant, c'est une boîte qui s'appelle Snowflake, que vous connaissez peut-être, qui est une boîte qui manipule de la donnée, qui permet en fait d'avoir de l'élasticité, qui a été montée par deux Français qui aujourd'hui habitent aux États-Unis aussi, mais qui ont aussi un fort envie. Donc, est-ce que ces boîtes c'est quand même des patrons et des dirigeants qui ont un fort attachement pour leur pays et qui sont aussi faciles à convaincre pour monter les centres de R&D en France. Il y a toujours un fort tropisme émier et c'est important de ne pas louper ça. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent défendu auprès de l'État en disant ce n'est pas parce que le siège social s'est déplacé qu'il est aux États-Unis qu'il ne faut pas aller chercher à construire des projets avec eux. Eux, ils ont juste... c'était des dirigeants d'entreprise et à un moment, ils ont aussi voulu développer leur entreprise pour que justement, elles aient une taille mondiale. Donc voilà, donc à la fois des Français et à la fois des Français qui ne sont pas forcément en France, mais sur lesquels on peut probablement capitaliser. Voilà. Si notre politique fiscale tient la route dans les prochaines semaines. Alors, je ne sais pas si tu voulais donner un exemple, il nous reste 0 minute, mais peut-être... Ok, donc en moins d'une minute, on a parlé des innovations de rupture là. À l'échelle de filières entières, on a étudié 2 beaux succès il n'y a pas longtemps, c'est l'industrie de la défense et l'industrie du luxe, si on se donne une version un peu exhaustive de l'innovation. Ça veut dire que l'industrie française, avec sa fiscalité, ses lacunes en compétences, ses problèmes de foncier, et bref, toute la litanie des problèmes dont on entend parler, est capable de réussir merveilleusement à l'export et de susciter l'admiration à l'étranger. Merci. Eh bien, merci à toutes et à tous. Bon, je ne vais pas faire de conclusion, mais voilà, vous avez vu qu'on ne manque pas d'idées et de bons exemples à suivre. Donc, on se reverra l'année prochaine pour refaire le point sur les politiques d'innovation. Merci beaucoup.